Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau format, un truc un peu plus posé, un peu plus chill, une vidéo qui n'est pas scriptée, comme d'habitude, avec beaucoup moins de recherche, mais juste un truc où on peut discuter, échanger, enfin moi toute seule vu que vous n'êtes pas là. Et j'avais envie de parler d'autres choses que du cinéma, parce que je voulais aussi vous montrer qu'on peut parler d'autres choses que du cinéma, pour un peu introduire aussi l'idée que ma chaîne ne va pas parler que de cinéma, mais de culture de manière plus globale, et quoi de mieux que l'introduire par un sujet un peu plus... enfin une manière de le traiter un peu plus light, un peu plus légère. Je pense que j'ai employé tous les synonymes possibles de chill, tout ça pour dire que je n'arrête pas les essais vidéo, juste ça me permettrait de publier un peu plus, puisque ce genre de vidéo me demande moins de préparation. J'avais envie aujourd'hui de parler un peu de littérature, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément, et j'ai toujours lu dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui ne m'a jamais quittée, parce que j'ai été dans un milieu assez privilégié, où la lecture a toujours été accessible, et a toujours été encouragée aussi. Et je me disais, j'ai grandi dans les années 2000, un moment où la littérature pour enfants et la littérature jeunesse a un peu explosé. Comment tout ce que j'ai pu lire m'a impacté aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste en fait de tout ça? Comment mon goût s'est formé par les lectures que j'ai pu avoir? Même mon œil en fait, parce que je trouve que peut-être que maintenant je lis un peu moins de bandes dessinées et de romans graphiques, mais le visuel et l'image a été une partie élémentaire de ma lecture quand j'étais jeune, parce que je lisais beaucoup parce que les littératures, les BD, les albums et tout, et même les romans jeunesse comportent souvent des images. Je me suis dit pourquoi pas discuter de ça aujourd'hui avec vous, avec une sélection de livres qui ont un peu marqué mon enfance. Sélection de livres qui ne représentent pas tout ce que j'ai pu lire dans mon enfance, puisque je ne possédais pas tous les livres que je lisais, vu que, petite pub pour la bibliothèque, j'allais énormément à la bibliothèque, et c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, et que je vous invite à faire puisque c'est gratuit. Et en France, on a la chance d'avoir des super bibliothèques, à Paris notamment. Les bibliothèques de quartier sont super chouettes, et il faut juste refaire sa carte tous les ans et vous pouvez emprunter plein de livres et lire sur place et tout. Je vous recommande, parce que les livres, c'est très bien de les acheter dans des librairies indépendantes, mais ça coûte un peu cher, et l'expérience de la bibliothèque de toute façon elle est assez différente, parce que vu que t'as pas besoin d'acheter le livre, j'ai l'impression qu'on va vers des choses qui nous attirent moins, ou qui nous fait un peu plus peur, où on se dit peut-être que j'achèterai pas ça, mais je l'emprunterai, donc c'est ok, je peux le lire. En ayant dit tout ça, je pense qu'on peut commencer, et j'ai décidé de diviser la vidéo en plusieurs parties, en fonction des types de livres. Alors, je voulais commencer cette vidéo par les premiers livres qui m'ont amené à la lecture, sachant que je retiens un peu tous les albums de la petite enfance, parce que je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je voulais parler quand même des albums, qui, je pense, a fait beaucoup de notre culture, de notre génération. Et pourquoi pas commencer par un des auteurs les plus fameux de ma génération? Je pense que c'est quelqu'un qu'on retrouve globalement dans beaucoup d'enfance de ma génération. C'est bien évidemment Claude Ponty. Et j'ai sélectionné 2 livres de Claude Ponty parce que je devais faire un choix. Ça fait partie de ces auteurs qui marquent un peu autant, enfin dans les albums en tout cas qu'on a lus, un peu comme les Chiens Bleus ou plein d'autres livres que je vais mettre là mais dont j'ai oublié le nom. Claude Ponty, c'est un de ces auteurs qui est génial, qui est juste exceptionnel, qui crée un univers très spécifique, très reconnaissable, très rigolo. Moi j'ai pas eu beaucoup les livres avec les Petits Poussins, tout le bazar et je sais plus quoi. Plutôt des albums avec des histoires, ou enfin des livres un peu plus aléatoires. Et j'ai sélectionné un livre en particulier, Okilele, qui est une histoire complètement affreuse d'un enfant. Enfin, de toute façon, les histoires que j'ai lues de Claude Ponty étaient souvent quand même assez affreuses. Et c'est l'histoire d'un enfant qui naît, qui est moche. Et donc, aucun de ses parents et de ses frères et sœurs ne l'aime. Et il finit par s'exclure de sa famille. Et il vit plein de péripéties, plein d'aventures où tout le monde le déteste. Voilà. C'est affreux comme histoire, mais j'aimais énormément ce livre. C'était, je pense, ça faisait partie de mes livres préférés, que je relisais beaucoup. Ce que j'aimais, c'est l'idée de ces enfants qui créent leur monde à eux, que les adultes ne peuvent pas comprendre, et je pense que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup à travers toute la littérature jeunesse que j'ai pu lire. C'est des enfants qui sont un peu incompris, quoi. Incompris et rejetés, et qui créent leur propre univers. Et moi j'aimais beaucoup aussi la maison qui s'était créée chez lui. Et il y a une image qui m'a beaucoup marquée, qui me reste encore en tête aujourd'hui, celle du moment où Okilele
décide de devenir un arbre, il se plante, il se plante, oula c'est très bizarre à dire comme ça, il se met dans une forêt et attend de pousser comme un arbre, il finit par pousser comme un arbre et à comprendre ce que les arbres racontent, et je trouve que c'est une image très poétique, très belle, qui m'a beaucoup marquée, enfin qui me reste encore à l'esprit, alors que je pourrais pas te dire tout ce qui se passe dans le bouquin, mais ça, j'y pense encore régulièrement. Et je pense que cette poésie, que je prenais pas pour de la poésie quand j'étais petite parce que je savais pas forcément ce que c'était. Mais surtout, j'étais un enfant, donc j'étais beaucoup plus innocente et crédule. Pour moi, beaucoup de tout ce qu'il y avait dans les livres était réel. Enfin, il fallait avoir autant de curiosité pour ces différents mondes que pour le monde actuel. Souvent dans les récits pour enfants, il y a ce truc que seuls les enfants peuvent voir, et je sais plus c'est dans quoi. Par exemple, je pense que c'est un peu dans Peter Pan, où seuls les enfants ont vraiment accès à une sorte de vérité. Et donc j'étais un peu convaincue de ça. Comme on est convaincu que nos jouets prennent vie quand on part, un peu à la Toy Story. Enfin, il y avait ce truc de pour moi, chaque œuvre était un peu documentaire. La fiction n'existait pas. Et je pense que ça a cristallisé quelque chose en moi de l'imaginaire constant, et d'avoir une grande imagination. Voilà. Donc ça, Ukulele, banger. Livre que je recommande d'ailleurs, Claude Ponty, tous les Claude Ponty je les recommande. Si vous connaissez des enfants et que vous avez envie de leur offrir des livres, je vous conseille de leur offrir les Claude Ponty. Et je pouvais pas en sélectionner qu'un, donc j'en ai sélectionné 2, parce que je fais mes propres règles dans ma vidéo. Et donc j'ai pris l'almanach Ouroul Boulouk, qui était mon livre de chevet. Littéralement, il était toujours à côté de mon lit. Je ne le rangeais jamais dans la bibliothèque parce que j'adorais ce livre. Et je pensais que almanach était un mot inventé par Claude Ponty, donc quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert que non, c'était un mot qui existait réellement, et j'ai vraiment cru que Claude Ponty avait inventé dans le monde des grands un mot et que les gens s'en rendaient pas compte, mais non, juste almanach c'est une sorte de calendrier avec les dates importantes. Tout ça pour dire que c'est un almanach sur les Ouroul Boulouk qui sont des Ouroul Boulouk. Enfin, il n'y a pas trop de définition des Ouroul Boulouk, c'est juste voilà. Et à chaque page, il y a plein de jeux de mots, plein de petites histoires, plein de tests, même une signalisation des Ouroul Boulouk. On a même une carte du pays Ouroul Boulouk. Donc il y a plein de choses, et ça fait partie de ces choses que je disais avant, pour moi, évidemment que les Ouroul Boulouk existaient. C'était une sorte de manuel de découverte de ce qu'étaient les Ouroul Boulouk, et il fallait le lire avec sérieux et avec grande curiosité, parce que peut-être que c'était vrai. Et c'était même pas peut-être, c'était vrai, c'était un autre monde, et il n'y avait pas de question, et je trouve que ça a ouvert une curiosité, un respect aussi du monde imaginaire. Je me disais, c'est des choses qui se lisent avec autant de sérieux que un manuel d'histoire, je sais pas, ou un truc comme ça. Ce qui aurait pu clairement, quand j'y pense maintenant, me virer dans une boucle très complotiste. Mais non, après j'ai su faire la part des choses, et je ne suis pas complotiste. La coquine. C'est un peu le tour des albums, parce que j'ai pas beaucoup d'albums en fait. Mais maintenant parlons des BD, parce que c'est un type de livre que j'ai énormément lu, et que je lis toujours moins, mais que j'ai beaucoup lu. Enfin, et quand on était petit, il y avait quand même une offre de BD, et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais une offre de BD pour notre âge qui était quand même très très grande. Après, j'avais pas non plus beaucoup de BD chez moi, parce que ça faisait partie de ces livres que j'empruntais beaucoup à la bibliothèque. Et donc j'avais ces titres que je connaissais, parce que je lisais aussi le journal de Mickey, Spirou. Dans ces livres, voilà, dans ces petites BD un peu d'humour, j'ai sorti les Sisters, qui est le seul livre des Sisters que j'ai, qui était assez rigolo, mais qui est pas un de ces livres que je relis. Enfin, j'ai relu quelques pages et ça m'a pas fait trop rire en fait. C'est un truc où j'ai grandi, et donc c'est moins mon humour. Alors que d'autres choses que j'ai lues étaient quand même beaucoup plus drôles. Mais ça fait partie de ces livres un peu à Les Petits Diables, Le Petit Spirou, enfin tout le monde était petit apparemment à ce moment-là, que je lisais énormément, mais qui sont moins des BD que j'ai envie de relire. Contrairement à cette super BD, enfin cette série de BD Les Nombrils, là je l'ai relu récemment, et c'était trop bien, et j'avais oublié à quel point ça devenait complexe au fur et à mesure, très intelligent. Ça c'est un truc que je conseille encore aujourd'hui, et je pense même pour notre âge, enfin pour la vingtaine et tout, enfin de tout âge, pas de tout âge, pas les petits enfants. Enfin ça traite de sujets assez difficiles, du regard des autres quand on est
quand on est adolescent, quand on est adolescente, de troubles alimentaires, d'homosexualité, de plein de sujets quand même, et je trouve ça vraiment bien. Enfin, j'avais été très surprise quand j'ai relu la qualité de l'écriture et de l'histoire en fait surtout. Voilà. Et ça me fait penser aussi à Lou. Lou, je n'ai aucune BD, mais c'est quelque chose que j'ai dévoré chez mes amis, ou même à la bibliothèque. Ce qui me fait penser qu'on se prêtait beaucoup de livres quand on était petit. Je prête encore mes livres, mais on me les rend pas. J'ai relu tous les loups, il y a 2 ans je crois, et c'était trop bien aussi, et ça fait partie de ces livres qui grandissent avec toi, et donc maintenant Lou, ça continue à sortir, et Lou à mon âge en fait. Et donc les réflexions évoluent, et les expériences s'accumulent. C'est beau ce que je dis. Aussi ces BD qui nous prennent pas pour des débiles, quoi, qui sont très intelligentes. Comme Haute BD, je pense que j'ai été, vu que la lecture a été quelque chose de très présent dans ma vie, dans ma famille, j'ai été élevée à un humour pas de mon époque, comme Mafalda. Mafalda, c'est hilarant, c'est trop bien, et c'est une BD d'Argentine, d'une petite fille qui est vraiment très intelligente et très lucide sur l'état du monde, et c'est sorti des années 60, je crois aux années 70, donc en pleine guerre froide. Je pense que ça fait partie de ces BD qui ont créé, enfin de ces ouvrages qui ont créé un terreau fertile à une forme de politisation, à une politisation. Pas à l'époque, parce que quand j'avais 8 ans, j'étais pas Karl Marx. Ça m'a marqué, parce que ça critique ouvertement le monde, le capitalisme, et Mafalda dit quand même a des propos qui ne sont pas des propos d'enfant sur le monde, sur les réflexions qu'elle a, et tous ses amis incarnent aussi du capitalisme, l'américanisation du monde, tout ça. Et j'aime beaucoup ces figures d'enfants qui sont trop intelligents pour les adultes, trop intelligents pour leurs conditions d'enfant, quoi, et qui par leur posture d'innocence montrent un peu cette violence du monde adulte. Et j'ai lu que 2 Mafalda, parce que j'en avais que 2, et c'est pas un truc que j'allais trop lire à la bibliothèque, parce que je sais pas s'il était à la bibliothèque, honnêtement. Enfin, j'ai refeuilleté quelques pages, là, il y a quelques jours, et ça m'a fait beaucoup rire. J'aimerais bien en lire plus. Ce qui me fait aussi penser que c'est une réflexion que j'avais là en essayant de rassembler des livres de mon enfance, c'est que j'étais beaucoup plus goofy quand j'étais enfant, et les livres que je lisais étaient beaucoup plus drôles, et qu'aujourd'hui, le dernier livre que j'ai lu qui m'a fait rire, c'était un livre de John Waters, et en riant, je me suis dit, je n'ai pas lu devant un livre depuis tellement longtemps. Mon goût, il a complètement changé, alors qu'en film, j'adore les comédies, en roman, je ne lis que des choses sérieuses. Parce que je lis des essais aussi, ou je lis de la poésie, mais c'est pas des trucs qui me font plus rire que... ça me fait pas vraiment rire. Et donc si vous avez des recommandations de livres drôles, je suis très preneuse, parce que je ne sais pas si c'est juste pas mon goût, plus mon goût en tout cas, ou c'est juste que j'en connais pas, et que je lis pas ça. Donc je serais très curieuse de prendre des recommandations. J'enchaîne sur un deuxième livre, une autre BD d'enfants trop intelligents et qui critiquent le monde des adultes. Picobog, tout le monde l'a lu dans ma famille. Contrairement aux Sisters, qui étaient des livres qu'on lisait avec mon frère mais qui se partageaient pas trop, les Picobog, vraiment, c'était un truc où... Je crois que même mes grands-parents l'avaient acheté tellement c'était drôle. Déjà, j'adore ce personnage de Picobog et de Anna, je les trouve hilarants. Et même leurs amis. Mais surtout, les dessins sont extrêmement beaux. J'aime bien ces enfants tout petits, face à un monde qui est immense, en même temps des réflexions qui sont si profondes. Je trouve, ce dessin, en tout cas, il m'a marqué, et ça fait partie de ces ouvrages où j'ai un peu envie de vivre dedans. Et même quand j'étais petite, j'avais un peu envie de vivre dedans. J'ai un peu arrêté de les lire, mais j'aimerais bien reprendre. Voilà, enfin je recommande ça, même d'acheter, d'offrir pour vos amis, pas forcément que pour des enfants, pour tout le monde. Je pense vraiment tout le monde peut lire, et c'est excellent. Donc voilà. Encore une fois, sur la fin de ces enfants, en tout cas en BD, qui sont trop intelligents et hilarants pour leur monde, une illustration que j'avais des goûts quand même d'une autre époque. Je lisais Buster Brown quand j'étais petite, qui est une BD de 1900. Voilà, des années 1900. Pour vous dire que j'ai un côté un peu vieille âme. Une BD aussi un peu problématique, puisque en 1900, on est raciste. Ça, c'est important de le noter. Donc il y a des représentations très racistes. Après, il y a des dessins qui sont très beaux. J'aime beaucoup les représentations des parents, un style très belle époque, très soigné. Et le chien qui me fait hurler de rire, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui fait plein de bêtises avec son chien, et à c'est sur une page, c'était publié dans les journaux, et à la fin,
il y a toujours une résolution. Voilà. Il se fait aussi énormément battre par ses parents, parce qu'à cette époque-là, on battait les enfants pour les punir. Ça montre aussi que j'ai eu beaucoup de BD et de livres des générations de mes parents et de mes grands-parents. J'ai eu quand même une diversité de propositions, mais qui aussi s'inscrivent dans une époque où parfois, genre en 1900, j'étais quand même élevée à des représentations assez racistes, clairement racistes même. Une autre super BD que j'ai énormément aimée, que j'ai beaucoup lu et que je lis encore, que je relis, que je prends plaisir à relire, c'est Les Aventures... Non, une épatante, je connais même pas le titre, une épatante aventure de Jules, en plusieurs tomes, et c'est fait par Émile Bravo, qui est un illustrateur, dessinateur, auteur de BD que j'aime énormément. Et bon, Jules, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est sélectionné pour partir en mission spatiale, et ensuite tous les autres BD... c'est le point de départ un peu des BD, et après il se passe plein d'autres aventures, avec des scientifiques et tout, c'est très rigolo. Ça fait partie de ces auteurs, Émile Bravo, où j'ai beaucoup aimé son style, et donc je lisais quand j'étais petite, j'allais chercher aussi des livres d'Émile Bravo. Donc j'en ai lu d'autres, j'en mets un là, parce que je me souviens jamais du nom, parce qu'il est très long en plus comme nom, qui m'avait beaucoup touchée, qui m'avait fait pleurer comme une madeleine, et... c'est lui notamment qui a écrit les nouveaux Spirou, et ils sont plutôt bien. Un autre livre d'un auteur que j'aimais bien, et dont j'allais chercher des livres de cet auteur spécifiquement, c'est Yvan Pommeau, et là c'est Angelot du Lac, parce que c'est le seul Yvan Pommeau que j'ai. Yvan Pommeau, il faisait aussi les livres dont vous êtes le héros, et il a pareil un dessin extrêmement beau, mais là c'est... Émile Bravo, j'aime son dessin parce que je le trouve mignon, et beau aussi, j'aime beaucoup l'utilisation de la couleur, mais chez Yvan Pommeau, c'est une sorte de réalisme, un trait qui est quand même très spécifique, qui fait un peu peur parfois. Et ce livre, il est pas très drôle. C'est l'histoire d'un petit orphelin qui se retrouve plein dans les guerres des croisés, je pense, un truc comme ça, dans les guerres au Moyen-Âge, bref, et il essaye de s'en sortir, et il se retrouve adopté par des gens qui passent par là, par des chevaliers, enfin voilà. Et c'est une très belle histoire, un peu dure aussi parfois, mais c'est une histoire qui m'a marquée déjà pour ses dessins, comme je disais avant, et pour... c'est beau ça. Et parce que ça se passait au Moyen-Âge, et que j'aime beaucoup le Moyen-Âge, puisque ma grand-mère a travaillé sur cette période, et qu'un de mes musées préférés à Paris, c'est le musée Cluny. Donc j'avais beaucoup de livres sur le Moyen-Âge, et c'est une période que je trouve fascinante. Donc un beau petit récit, voilà, que je conseille encore aujourd'hui. Enfin vraiment, on peut le lire, je pense, à tout âge. Pas à tout âge non plus. Faut que j'arrête de dire à tout âge, et en fait, c'est pas pour les petits-enfants. Parce qu'il y a des trucs un peu durs. Voilà, c'est la fin des BD. Il n'y a plus de BD après. Plus de BD, et je vais passer maintenant aux livres plus de connaissances. Et le premier, un livre que je n'ai pas beaucoup lu, mais que j'ai énormément regardé. Parce qu'il y avait des livres que je n'aimais pas lire particulièrement. C'est le livre des grands contraires philosophiques. Un livre qui vulgarise un peu les grands questionnements de la philosophie. Chose qui m'intéressait peu, honnêtement. Donc j'ai pas beaucoup lu, sachant qu'il n'y a pas non plus énormément de textes. Hein, il y a des grandes questions. L'être est-il toujours révélé par l'apparence ? Et après t'as des définitions et puis des textes qui expliquent un peu les différentes visions du monde. En le relisant, c'est extrêmement bien vulgarisé. Hein. Je pense que je m'en foutais. Moi, je voulais juste... je trouvais les images très belles. Et je voulais juste me reconnaître dans les personnages et dire ça c'est moi. Voilà. Ce qui est une réflexion philosophique en soi, donc peut-être que j'avais vraiment compris le livre. Mais ce qui me fait dire que tous les livres que j'aimais lire, j'aimais pas non plus les lire. J'aimais parfois surtout les regarder. Et ça fait réfléchir. Quand je parle de Yvan Pommeau ou de Émile Bravo, c'est avant tout aussi leurs dessins en fait. Les histoires sont super, mais c'est les dessins qui m'ont marqué. Et je trouve que c'est des styles qui sont moins beaux peut-être, dans les nombrils, je suis pas une immense fan du style des nombrils ou du style des sisters. Je trouvais ça vraiment très beau. Bref, un autre livre de connaissances, c'est bien évidemment l'encyclopédie, tout sur la saga Star Wars, parce que j'étais avec mon frère une immense
une immense star, une immense fan de Star Wars. Et c'est un livre qui a beaucoup vécu, comme vous pouvez voir. Et ça m'amène aussi à un point de... Mes livres sont quasiment tous abîmés parce que peut-être qu'on n'était pas très soigneux avec mon frère, mais surtout c'était des livres qu'on lisait tout le temps. J'ai grandi dans les années 2000, donc il n'y avait pas autant d'écrans qu'il y a maintenant. J'avais pas la télé en plus, donc le matin par exemple avec mon frère on lisait des livres, on était sur la table du petit-déj comme ça, avec nos énormes livres, mais vraiment tout et n'importe quoi. Et donc parfois les livres tombaient dans nos petits-déj, donc il y a beaucoup de livres tachés de chocolat chaud, enfin des livres vraiment très très dégoûtants. On peut le dire vraiment dégoûtant, parce que c'est dégoûtant d'avoir des taches de chocolat chaud sur ces livres, mais en même temps ça veut dire qu'on les lisait. Ça m'a appris aussi à relire des livres, et ça c'est quelque chose que je fais encore. Donc cette encyclopédie un peu de Star Wars, mais qui est pas vraiment non plus une encyclopédie, parce que on n'apprend pas grand chose, honnêtement. Enfin c'est surtout des trucs du film, c'est des images du film, avec un peu de texte, de blabla. Si on apprend quand même quelques figures pour se battre au sabre laser, des choses un peu évidentes, par exemple là c'est la tête, là c'est le bras et le flanc droit, enfin vraiment des trucs où oui. Donc l'encyclopédie Star Wars, parce que on est des geeks avant tout. Passons à cette édition-là, de livres d'histoire, ou même d'histoire de tout, un peu de sujet. Je sais plus quelle... bon, c'est cette édition, qui s'appelle La Grande Imagerie. Je vous ai sorti vraiment... Enfin, c'est le seul qui me reste, sur le sujet le moins gai de la Terre, la guerre 14-18. Et de me dire que je lisais ça, quand même, j'avais des lectures, mais de zinzin, quoi. Voilà, si j'avais envie de décoller des petites images, je pouvais découper des images de Lénine, des images très 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 pixelisées de commémoration, parce que pourquoi pas, ça va pas, enfin franchement, il y a des trucs... Non mais je comprends, c'est hyper important de connaître son histoire, et c'était quand même des trucs, enfin, cette idée de découper des images, quand même énormément de texte, et j'aimais bien les dessins aussi, voilà. Il y en avait beaucoup, et je me souviens que moi j'en avais un qui m'avait vraiment genre marqué, c'était la météo. La météo, c'était quelque chose. Il y a le Mont Saint-Michel, tiens. Ouais, c'était très... Oh, les chiens, ça a l'air trop mignon. Ouais, bref, c'était très bien comme collection, en vrai, et bonne vulgarisation d'histoire. Après, je les ai pas relus, donc qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, je ne sais pas. Mais est-ce que j'ai envie de le relire? Je ne sais pas. Maintenant, on passe sur les livres de connaissances, mais c'est les connaissances où j'aurais pu vite virer complotiste, c'est-à-dire un peu plus mystique, qui m'ont beaucoup éduquée quand même. Et c'est les livres de cette collection, des livres Milan Jeunesse, sur les dragons. J'en ai 3 à présenter. Celui sur les dragons, celui sur la magie, et celui sur la piraterie, parce que j'adorais les pirates. Ces 3 livres, très intéressants. Il y en avait un autre aussi sur l'Égypte que j'avais pas, qui sont déjà très beaux. Et c'est pareil, c'est des livres que j'ai pas tant lu que ça, mais que j'ai beaucoup regardé. Et il y avait plein de techniques pour, par exemple dans les dragons, pour trouver des dragons, Enfin pour moi c'était vraiment des véritables manuels. Et je me disais qu'un jour, peut-être que je trouverais un dragon, au moins, j'aurais la technique pour m'en occuper, quoi. Et pareil pour la magie, j'étais un peu... Enfin j'ai eu une phase Harry Potter, donc forcément, avoir toutes les connaissances, c'est essentiel. Mais quel que soit l'univers. Et sur les pirates... je me dis que c'est un truc qui m'a encore marqué. Enfin, j'avais plein, avec mon frère, on avait plein d'ouvrages sur les pirates. C'est vraiment pas le seul. Mais ça m'a mené à une nouvelle passion. Une passion avec laquelle j'ai pu reconnecter il y a quelques temps, la passion des bateaux. Je suis d'abord allée au musée de la marine, qui était trop bien. Et après, j'ai lu Moby Dick et c'était génial. Voilà. Donc je pense que cette passion de la piraterie est restée. En fait, je pense que ça a participé à aussi cette curiosité de lire des livres de connaissances, de lire des livres de savoir et pas que des romans, enfin de lire des essais, c'était un peu mes... non, je sais pas si je peux dire ça, c'était un peu mes premiers essais, quoi. Le livre sur les dragons, bien sûr, évidemment. Et je pense qu'il y avait quand même beaucoup de trucs d'histoire, beaucoup de... notamment plutôt dans le piratologie. L'histoire des mythes et légendes, c'est une histoire aussi, et ça m'a familiarisée avec ce milieu. Voilà, avec ces différents milieux, c'est des milieux qui m'intéressent toujours aujourd'hui. Enfin, j'aime bien la magie, j'aime bien les dragons. Après, j'aime pas non plus de dingue les dragons, mais c'est sympa, quoi, les dragons. C'est vraiment intéressant comme vidéo. N'importe quoi. Maintenant, je vais parler des romans. Je vais commencer, bon, c'est pas non plus un roman, mais sur les contes. Parce que j'ai pas beaucoup parlé de contes, mais en fait, il me reste pas beaucoup de livres de contes, honnêtement. Par contre, il me reste les contes de La Rue Broca, de Pierre Gripari. Et ça, donc j'ai celui-là. Aussi un autre, ah bah voilà. Là, on voit la saleté des livres.
Et c'est des histoires qui me font encore, parce que je l'ai relu, mourir de rire. Vraiment, je trouve que c'est des histoires très très drôles, notamment dans le livre de contes, enfin la deuxième partie, où il y a l'histoire d'une patate et d'une guitare qui deviennent amies et qui vont dans un cirque. Enfin, il se passe plein de trucs et je trouve que cette histoire en particulier est hilarante. Mais il y a vraiment plein de trucs comme ça où dans ce livre, dans ces contes de Pierre Gripari, c'est drôle. Ça me fait encore rire. À partir de 11 ans, je l'ai lu beaucoup plus tôt. Prouveuse. Et récemment, j'ai relu ces contes récemment et je suis allée faire des recherches un peu sur Pierre Gripari parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, ce qui était logique, quand j'étais petite, je faisais pas de recherche sur les auteurs que je lisais, mais j'ai appris qu'il était extrêmement antisémite. Voilà. Donc, je casse un peu vos rêves. Il y a des livres que j'ai lus. Je n'ai aucun souvenir, mais je sais que ça m'a marqué quand j'étais petite. Par exemple, les chroniques du mari qui pue. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Honnêtement, je sais que je l'ai lu. Je n'ai aucun souvenir des histoires. Mais c'est des trucs fantastiques, je pense, avec aussi une carte au début. Et je pense que c'est ça qui aurait dû me mener vers le monde fantastique, la fantaisie et tout. Monde qui ne m'attire pas du tout. Que je n'ai pas lu du tout. Et donc je pense que c'est un peu loupé. Mais quand je vois la présentation des personnages de l'histoire, le fait qu'il n'y ait que des hommes, je pense que c'est un bon indicateur et que la seule femme femelle pour le coup soit un pigeon. Peut-être que ça explique énormément. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce livre est misogyne parce que je n'ai aucun souvenir de ce livre, donc ça serait malhonnête de ma part. Mais ça fait partie de ces petits livres comme ça que j'ai lus et qui ont dû sortir quand j'étais petite et qui étaient aussi à mon frère d'ailleurs. Et donc il y avait quand même une belle offre de littérature jeunesse quand j'étais petite. Livres que je pense qu'on a peut-être quasiment tous lus quand on était plus jeune, série de romans typiques des années 2000, les Chérubes. Chérubes qui en fait est hyper glauque quand j'y pense. Moi, je l'ai pas relu depuis. Chérubes est un département ultra secret des services de renseignement britanniques composé d'agents âgés de 10 à 17 ans. Travail d'enfant, très clairement. Enfin, c'était des trucs d'enquête que j'aimais bien. Enfin, en fait, il y avait partie de ces livres aussi où j'avais vraiment envie de faire ça, mais en même temps, je me dis, mais quelle horreur, quoi, d'être agent secret enfant, parce qu'ils se battaient, enfin, c'était un peu violent, quoi, dans mon souvenir. Et on a tous lu ça, je pense, il y en avait plein, des livres comme ça, et c'était quand même assez chouette. Mais Chérub, excusez-moi, mais ce logo avec un enfant, avec un casque et une arme, c'est hyper glauque quand on y pense. Donc il y avait quand même des trucs un peu glauques. Les trucs un peu glauques, ça me mène à une autre série un peu glauque, très glauque même, que j'avais adoré lire, mais j'avais conscience que c'était terriblement nul et vraiment que c'était du pur divertissement. Et c'est une série que j'ai vraiment envie de relire, et c'est Gone. C'est l'histoire d'enfants, c'est un monde où les adultes ont disparu et il y a une espèce de dôme. C'est un peu Under the Dome, même si j'ai pas vu Under the Dome, mais on m'a toujours dit que c'était comme ça. Où les enfants sont coincés dans une ville en fait et ils doivent survivre entre eux, et c'est hyper violent parce qu'il y a des enfants qui développent des super pouvoirs aussi. Et je me souviens dans la fin, dans le 2, c'est pas du tout le 2, mais d'une scène de vers qui mangent des gens, et c'était dégoûtant. Donc je lisais quand même des trucs très trash, mais je les ai dévorés et j'ai adoré les lire. Et même la couverture, moi je juge les livres par leur couverture bien évidemment, et je juge cette couverture qui est immonde, absolument immonde, et ils sont tous comme ça, ils ont tous l'air hyper adultes, et j'adore parce que c'est tellement, ce mec là c'est tellement genre états-unien au max avec la lumière, c'est très drôle, ça me fait rire. Et je pense que c'est un truc, la lecture pour le divertissement, que j'ai complètement perdue. Je ne lis plus pour me divertir. C'est ce que je disais tout à l'heure, je lis des histoires sérieuses, et donc je pense qu'avec l'arrivée des écrans dans ma vie, le développement de séries, toutes séries de YouTube et tout comme ça, que j'arrive à avoir mon divertissement ailleurs, parfois meilleur que ça, et que donc mon temps réservé à la lecture il est très précieux, et que j'ai pas forcément envie de, entre guillemets, le perdre dans du divertissement, et que j'ai envie de lire des choses qui me font plus réfléchir, et en même temps, peu importe ce qu'on peut lire, on réfléchit, donc c'est peut-être
bête de ma part. Et je recommencerai cette série parce que j'ai extrêmement envie de savoir ce qui se passe d'un œil nouveau aussi, d'un œil plus adulte, de comprendre voilà, ce livre. Dans les livres un peu glauques comme ça, mais extrêmement bien, on a Métaux. Métaux, c'est un livre français, c'est une trilogie, et là pour le coup je vous le recommande, je vous recommande pour des enfants aussi, enfin des adolescents parce que c'est un peu dur, et c'est l'histoire d'une sorte de maison, enfin c'est une dystopie, et c'est une île où il y a que des garçons, et dès que les enfants ils dépassent je sais plus quel âge, que leur lit craque, ils disparaissent et on sait plus ce qui se passe, enfin c'est horrible, c'est violent, c'est génial. C'est vraiment très très bien. Et c'est pareil, une trilogie que j'ai relue il y a quelques années, que je recommande. J'ai rien d'autre à dire, voilà. Je pense que ça m'a un peu mis sur le chemin des livres plus compliqués. Que serait mon enfance sans une immense saga, adaptée au cinéma d'une manière extrêmement médiocre, réadaptée en série d'une manière plus correcte. Je ne parle pas du récit de l'affreuse transphobe J.K. Rowling, mais je parle bien sûr de Percy Jackson, qui est très bien, que je n'ai pas relu pareil parce que je n'ai pas le premier tome. Et là, c'est l'histoire, en gros, de la mythologie au XXIe siècle, enfin la mythologie grecque au XXIe siècle aux États-Unis. Donc c'est très divertissant. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ça m'a familiarisé avec tous les mythes, toute la mythologie grecque en fait, parce que ça vulgarise extrêmement bien tout ce qui se passe. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi amené vers l'histoire de l'art. Enfin, c'est partie des premiers pavés qui m'ont mené vers l'histoire et l'histoire de l'art. Et il y a eu une autre série qui a été faite, qui est moins connue, qui s'appelle La Pyramide Rouge. Et c'est moins connu parce que c'est moins bien, en fait. Tout simplement, je me souviens que j'avais lu le premier tome. Enfin, c'est la même histoire, à peu près la même histoire, mais les dieux égyptiens. Et j'avais lu ça, et j'étais genre, ouais, non, ça marche pas. Je sais pas, il y a un truc qui manque. Je pouvais quand même avoir un regard très critique quand j'étais enfant. Et là, ouais, non, ça m'avait pas du tout emballé, quoi. Genre, raté. En vrai, genre, c'était quand même des beaux pavés. Enfin, il y a 500 pages, quoi, et je dévorais ça. Je l'ai dévoré, mais vraiment, c'était... Et dans ces sagas aussi, un peu magiques, un peu de divinité, il y avait aussi les Spiderwick, que j'aimais beaucoup. Les Spiderwick et aussi les Orphelins Baudelaire, et ça fait partie de ces des petits cycles de livres avec des aventures. Je me souviens plus de Spiderwick, de l'histoire des livres en tout cas, mais je me souviens beaucoup du film. Mais ça fait partie de ces mondes, en fait, c'est ça que j'aime bien aussi avec Percy Jackson, avec ses histoires, même si j'ai aucun souvenir de la Pyramide Rouge, mais de Spiderwick ou des choses comme ça, c'est qu'il y a un monde caché que seuls certains enfants peuvent voir, et je me sentais hyper concernée par ces récits, et je me disais que toutes ces lectures en fait que j'alimentais d'aller chercher à chaque fois des informations, c'était de me dire si jamais un jour ça m'arrivait, qu'il y avait un nouveau monde qui allait s'ouvrir à moi, j'aurais toutes les connaissances et toute l'expérience possible pour y faire face. Enfin, je me sentais premier degré hyper concernée par ces lectures, hyper concernée par ces mondes de l'imaginaire, et je trouve ça fou. Maintenant je vais passer à des lectures beaucoup plus sérieuse. La première lecture, c'est un livre que j'ai pas particulièrement aimé, que une de mes amies m'a offert en troisième. Et en fait, je pense que il m'a marqué parce qu'on me l'a offert, et parce que c'est une de mes amies qui me l'a offert en disant, tiens, enfin, elle se reconnaîtra, Camille, si elle regarde, je sais pas. C'est l'histoire d'une jeune fille qui écrit des lettres à des chanteurs morts, genre Kurt Cobain, Amy Winehouse, qui échange avec elle parce qu'elle a perdu sa sœur. Et je me souviens que j'avais été hyper touchée qu'on m'offre ce livre en me disant c'est pour toi, je pense vraiment, ça va te plaire, enfin ça va te toucher. Ça a fait rentrer ce truc de venez, on s'offre des livres en tant qu'amis, et pour moi, aujourd'hui, ça fait partie des meilleurs cadeaux à offrir au monde, offrir des livres à vos amis, et qu'on m'offre des livres en disant j'ai pensé à toi, tiens, prends ça, même si je n'ai pas aimé ce livre. Et j'avais dit en plus à ce moment-là que j'étais genre c'est un peu niais quoi. Enfin, je sais pas si c'était vraiment niais, mais je commençais un peu à me détacher de cette forme de littérature très états-unienne. Mais j'avais été profondément touchée qu'une de mes amies m'offre ce livre en pensant à moi. Voilà. Donc je l'ai mis là juste pour ce geste, parce que ce geste d'offrir de la lecture est quelque chose qui est essentiel pour moi. Ensuite, je vais passer aux romans extrêmement déprimants que j'ai pu lire, ou bien les romans un peu plus sérieux en tout cas. Et je vais commencer par ce livre des collections Père Castor, qui s'appelle La Gloire, qui est un livre pas connu,
que ma mère lisait en fait quand elle était petite, et qui avait dans ma bibliothèque quand j'étais petite. Et un jour, j'ai pris ce livre, je me suis dit tiens, je connais pas, je vais le lire. Et il s'avère que ce livre est horrible. C'est des enfants en Pologne au début du XXe siècle, je crois. Je vais vous lire le résumé parce qu'il résume à peu près tout. Jean, Marie et Olek ne peuvent plus aller à l'école et sont obligés de travailler très jeunes parce que leurs parents manquent d'argent. Ils apprennent très tôt ce qu'est le chômage ou la mort. Cela ne les empêche pas pourtant de faire des grands projets d'avenir qu'à force de vouloir, ils finissent par réaliser, chacun à sa manière. Ce livre parle de choses tristes, mais il n'est pas triste, bien au contraire, il était écrit avec humour et tendresse. Alors moi, quand je l'ai lu à 10 ans, j'ai trouvé ça horrible, parce qu'il y a... Je spoil, mais enfin, de toute façon, vous n'allez pas non plus aller le lire, il y a un enfant qui meurt dedans. Et je l'ai lu, je devais avoir 9-10 ans, et je me dis, mais pourquoi la mort des enfants? Mais ça va pas, quoi. Surtout qu'il y a des dessins, quoi. Même les enfants des dessins, quoi, sont un peu glauques. Et ça m'avait trop marqué. Et c'est un des premiers livres qui m'a fait pleurer. Parce que, je sais pas, et en même temps, bah oui, c'est une réalité. C'est une réalité que y a des enfants qui ont dû travailler, qui doivent travailler. Voilà, ça m'a appris quand même la vie, quoi, aussi. Mais ça m'avait mis très en colère de me dire, mais pourquoi on me fait lire ça, quoi? C'est moi qui avais choisi de le lire, mais pourquoi c'est de la littérature pour enfants? Et en vrai, c'est intelligent que ce soit de la littérature pour enfants. Ce qui mène à un autre livre que ma mère m'avait offert, un livre d'Aaron Appelfeld, qui s'appelle Adam et Thomas, que je recommande fortement. J'ai pas tant de souvenirs que ça de ce livre sur l'écriture et tout, mais en gros, dans mon souvenir, Aaron Appelfeld, il a vécu la Shoah quand il était enfant. Ça parle d'un enfant qui a été laissé dans la forêt par sa mère pendant la Shoah, pendant les rafles juives. C'est un petit garçon qui retrouve un autre de ses amis, enfin de ses camarades de classe dans la forêt, et en fait ils se mettent à vivre tout seuls. Et je crois que c'est basé un peu sur des histoires vraies. Enfin, il y a vraiment eu des enfants qui ont vécu dans la forêt pendant la Shoah. Et Aaron Appelfeld, initialement, il écrit des romans pour adultes. Et là, je crois que c'est un de ses premiers, si je ne me trompe pas, un de ses premiers livres pour enfants. Je ne sais pas s'il en a écrit d'autres. Mais ma mère m'avait vraiment, pour le coup, fait lire ça. Il y avait des trucs qu'elle m'achetait ou c'était moi qui demandais. Mais là, elle me l'avait acheté. Elle m'avait dit, tiens, tu dois lire ça. Et je pense que ça fait partie de ces livres qui m'ont appris, qui m'ont fait découvrir aussi les horreurs de la Shoah, mais par les yeux d'enfant, avec toute l'innocence que ça peut avoir. Et non, ça je le conseille. Et en fait, ça me mène à une autre réflexion que j'aimerais avoir, qui est que ça fait partie de ces premiers livres un peu de grands que j'ai pu lire. Et par livre de grands, j'entends des livres que je voyais lus par des adultes. Et même si c'est un livre pour enfants, moi je voyais ma mère lire Aaron Appelfeld, qui est un auteur qu'elle aime beaucoup. Et en fait, je pense que j'étais extrêmement fière de lire ce livre et de me dire, je suis un peu une grande. Je suis une grande, c'est un livre de grand, même si je pense que je comprenais pas tout. Il y avait ce truc où je commençais à être une adulte. Et ça s'est illustré notamment avec un autre livre, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, de Harper Lee, que j'ai lu assez jeune, parce que ma mère aussi me l'avait passé. Et je me souviens que je considérais que c'était un de mes livres préférés quand j'étais petite. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce livre. Et c'est en gros, pendant la Grande Dépression, un avocat qui a 2 enfants qui va défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. C'est le résumé que je lis. Et donc c'est un roman de procès. Enfin, c'est un livre sur le racisme, déjà, et je crois que il y a un peu le point de vue d'une petite fille. Enfin, de toute façon, Harper Lee est une femme, donc c'est aussi le roman d'une femme. Je sais pas ce que je raconte. C'est un livre que j'ai très envie de relire. Ça fait partie, comme je disais avant pour Aaron Appelfeld, des moments où je me disais, en fait, je suis tellement fière de lire un livre de grand, un peu de reproduction sociale, quoi, de me dire, c'est bon, je suis une adulte et c'est bon, j'ai le cerveau suffisamment, enfin, je suis suffisamment intelligente pour comprendre. Je pense que j'ai pas tout compris en plus. Mais moi, en tout cas, ce qui reste dans mon souvenir, c'était vraiment ce truc de me dire, c'est un livre pour adultes, quoi. Ce qui peut sonner très mal dit comme ça. Dernier petit livre que j'aimerais présenter, que je lisais beaucoup aussi, Exercice de style de Raymond Queneau, que ma mère lisait et me lisait, et ensuite que je lisais toute seule, et même on avait des exercices, je me souviens, de grammaire sur ce livre au collège,
Et c'est en gros Raymond Queneau, grand auteur de l'Oulipo, un mouvement un peu mathématique de la littérature, de jeu sur les lettres, sur le sens des mots, tout ça. Et là, c'est juste une petite histoire, une petite anecdote un peu débile qu'il raconte de plein de manières différentes. Il y a plein de styles différents, il joue sur les temps, sur le style, et ça me faisait énormément rire quand j'étais petite. Et ça me fait toujours rire en fait. Je vous le recommande et même je le recommande pour des enfants, hein, c'est bien. C'est encore moi dans une partie que j'avais oublié de tourner parce que je me suis rappelée de 2 autres livres très importants, vraiment essentiels dans les livres de mon enfance. C'est Les Enfants Fichus et La triste fin du petit enfant huître et Autre histoire de Tim Burton. Et en fait, c'est 2 livres qui ont un humour très très noir, vraiment affreux. C'est-à-dire que le premier livre, c'est un abécédaire des enfants morts, où les enfants meurent tout simplement dans des morts absolument atroces. Et l'autre, c'est un livre de Tim Burton avec l'humour très trash de Tim Burton, enfin un humour très noir, comme Ludovic l'enfant toxique, ou bien, pour vous donner un peu le ton de cet humour, L'enfant Brie rêva, 2 fois pas plus, que sa tronche pleine et ronde n'était plus qu'une tranche. Le droit de jouer avec eux, les autres enfants jamais ne lui donnaient, mais au moins Brie s'accordait bien avec un bon chardonnay. Et ça me faisait énormément rire, et ainsi que les enfants fichus. Et en fait, c'est ça. Je pense que ça a développé un humour très noir chez moi, un truc très sombre, mais qui me fait encore aujourd'hui vraiment beaucoup rire, et je pense que ça explique beaucoup de l'enfant que j'ai été, de cet humour noir, trash, et c'est ça que ça m'a apporté. Voilà, donc je trouvais ça important de rajouter ces deux petits livres. Et j'aimerais terminer cette vidéo par une section un peu spéciale de livres où je ne sais pas les ranger. C'est plutôt les journaux, les magazines aussi que je lisais, mais j'ai pas beaucoup de traces. Et je me souviens notamment de Witch, qui m'avait beaucoup marqué, qui était un magazine pour pré-ado, enfants pré-ado, avec la série Witch. Parce que je lisais pas, j'avais pas les Winx, mais j'avais les Witch. Et c'était trop bien. Et un autre, qui est un peu genre le bonus pour la fin, enfin, c'est même pas un livre, c'est plutôt un magazine, que je lisais au même titre que des BD, que voilà, tout ça, c'est... un hors-série pompier, éviter les accidents pour toute la famille, dans la cuisine, la salle de bain, le garage. Et c'est juste un truc sur comment éviter les accidents domestiques, pour vous montrer que j'étais une enfant extrêmement bizarre. Et donc il y a tous les risques, voilà. Il y avait des descriptions de risques, et moi j'aimais bien. Mais je lisais ça comme vraiment on lit un livre, quoi. Ça m'intéressait. Et les dessins me terrifiaient. Voilà, j'avais très très peur de ces dessins, de brûlures, de ce qu'il fallait faire et tout. Donc ça fait partie de ce genre de littérature banquée. Enfin, bon, voilà, on en pense qu'on veut de qui j'étais quand j'étais enfant. Mais j'avais beaucoup de livres comme ça sur les volcans, sur les ouragans, sur les dinosaures. En fait, des sujets qui me terrifiaient, où j'avais vraiment peur. Enfin, vous voyez ces tweets qui disent je pensais vraiment que les sables mouvants allaient être un problème plus important dans ma vie. Bah, c'est typiquement ça. Bon, après, avec le réchauffement climatique, en vrai, genre les ouragans et tout, c'est logique que ça me terrifie. Mais ça faisait partie de ces trucs où ça me faisait très peur, et en fait, pour calmer ma peur, j'avais besoin d'avoir plein d'informations, de me renseigner. Donc je lisais énormément sur ces sujets. Après, j'ai oublié plein de livres forcément dans cette vidéo, parce que j'adorais Les Cabanes Magiques, je sais pas, il y a plein d'autres livres que j'ai lus. Mais je voulais faire une sélection, et c'est déjà une vidéo un peu longue. Voilà, vraiment juste de blabla. Je sais pas si c'est intéressant comme vidéo. Je pense que je vais monter la vidéo et voir si ça a un intérêt. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisiez quand vous étiez enfant, si vous vous reconnaissez aussi dans les lectures que j'ai pu avoir, et quels sont vos avis aussi, comment ça a façonné le lecteur que vous êtes. Est-ce qu'il y a des choses que vous lisez plus? Est-ce que vous avez continué de lire ça? Parce que moi, ce dernier truc sur les livres un peu d'adultes, c'est vraiment après vers quoi je me suis dirigée après le collège, où j'ai commencé à lire des livres plus adultes, des classiques, des romans contemporains aussi. Ma relation à la littérature a complètement changé, mais comme ma relation à l'art, en fait, de manière générale, parce que j'ai gagné en maturité, que je suis devenue une personne un peu plus complexe,
Aujourd'hui, j'essaye de retrouver un peu ce qui me plaisait en tant qu'enfant, même dans les musiques, dans les livres, en fait, de voir quel impact mon enfance a eu sur la manière dont je reçois les œuvres aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des livres qui ont forcément façonné le regard que j'ai eu aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît. Et avoir lu Moby Dick, par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, ça a reconnecté avec cet esprit extrêmement enfantin que j'ai sur les bateaux et les pirates, même si Moby Dick ne parle pas de pirates, et Moby Dick, c'est quand même beaucoup aussi de description du monde marin. Et donc j'ai retrouvé un peu cette petite passion, et voilà, plein de trucs comme ça, où ça m'interroge pas mal. Mais bon, la question que je me pose, c'est plutôt au niveau du format, là. Est-ce que ça vous plaît et je me dis que ça peut être intéressant d'en faire aussi en parlant de films, en parlant d'œuvres d'art, je sais pas, de plein de choses différentes, mais d'une manière plus posée, d'avoir différents formats de discussion. Et là, un format en fait un peu plus podcast finalement. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, parce que c'est cool, et à regarder mes autres vidéos qui sont beaucoup plus écrites et tout aussi intéressantes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!